Bonjour à toutes et à tous, on est le lundi 1er décembre et on est pas comme souvent avec Jacques Monclar le lundi qui était dans le coin et qui donc fait le podcast aujourd'hui. Salut coach. Bonjour, bonsoir à tous, Nico, bonjour. Équipe de France ce soir. Équipe de France, tout à fait. Ce soir, 17h20, la prise d'antenne sur Beansport 3. Ouais. Finlande-France, deuxième match de qualification à la Coupe du Monde 2027 qui aura lieu à Doha, au Qatar. Tiens, on n'avait pas prévu trop d'en parler, mais on peut quand même faire un petit point dessus. Après la victoire contre la Belgique lors du premier match, deuxième match du coup ce soir pour la sélection entraînée par Freddy Fautou. Les Bleus largement favoris et qui doivent s'imposer et surtout essayer de faire un écart avec les... Largement favori, je suis pas du tout d'accord. T'es pas d'accord, on n'est pas largement favori ? Non, la Finlande s'est fait cueillir en Hongrie, mais c'est jamais facile d'aller jouer en Hongrie dans un contexte toujours pas particulier avec des mecs chauds autour dans une petite chaudière, et on verra quand on ira. On les reçoit au Mans, je crois, le 1er février ou par là. C'est ça. Ouais. Non, pas le 1er février, le 1er mars ou par là. Fin février, début mars, c'est au Mans. En Tarès. On a eu une mise en route difficile, une équipe de Belgique qui était bien en place, notre secteur intérieur au départ. On a eu une caractéristique incroyable, c'est que sur les 29 points qu'on marque en première mi-temps, on en a 28 venus du banc. Donc ça qualifie tout de suite la difficulté qu'on a eu à se mettre en route. Et on s'est mis en route, comme souvent dans ces coups-là, par la défense, par l'entrée d'Andrew, LBC, les bons passages des uns et des autres, les combattants, Lionel Godou, etc., l'adresse de Nico Lang qui a fait respirer un peu. Et en deuxième mi-temps, il y a eu Joël Ayaï, il y a eu Axel Bouteille, il y a eu des paniers qui sont tombés et des points en jouant à deux arrières avec Benjamin etc. Kylian Tilly, qui pour sa première a montré qu'il avait des choses en lui. Il faudra être plus efficace. Mais c'était bien. Le deuxième mi-temps est très bien. Plus 16. Pour tenir ça. Essayer de faire un écart aussi ce soir contre la Finlande. Non, c'est d'abord gagner, Nico. Oui, c'est ok. Non, je suis d'accord avec toi, je mets la charge avant les bœufs. Par exemple, Jon Tunen, il est là. Enfin, nous, on a récupéré Bodian Massa et Mathieu Strazel. C'est difficile quand même au niveau européen. Et quand la Suisse mène de 23 points contre la Serbie, quand la Lituanie s'en sort par miracle contre la Grande-Bretagne, quand l'Islande attrape l'Italie en Italie, quand la Slovénie perd chez elle contre l'Estonie, tu te dis que c'est quand même... mais bien sûr, c'est vrai que les niveaux sont très... partout. Oui, c'est très nivelé avec les absences. C'est comme la NBA, à son échelle. Il y a de plus en plus de bons joueurs partout. Il y a de plus en plus de coachs compétents partout. Il suffit d'un groupe qui se dégage avec une âme, une ambiance et tout. Sur un match, tu peux te faire cueillir, c'est sûr. C'est la Coupe de France. Ouais. C'est le principe de la Coupe de Saint-Etienne a gagné 11-1 hier en Coupe de France. Ils ont eu un bon tirage. Ça, c'est le Lyonnais qui parle. Non, mais si, ils ont eu un bon tirage, faut le dire. Ouais. Quand tu gagnes 11-1, c'est que le tirage n'était pas trop mal. Ça veut dire que là, vraiment... Tout à fait, je suis d'accord. Là, vraiment, c'est que... Il y avait un écart. Bravo à ceux qui sont arrivés jusque-là. Ça, c'est sûr. C'est toujours difficile de finir en disant on a pris 11-1, mais ils sont quand même arrivés là. Bon, c'était peut-être pas trop invités. Il y a une équipe, on a titré, je titrerai ce podcast parce qu'on enregistre, mais c'est pas encore en ligne, que Miami pourrait être la surprise de la saison. En tout cas, c'est, je trouve, la surprise de ce gros premier mois de compétition en NBA. Le Heat qui a fait un peu sa révolution. Alors, on en a parlé un peu par bribes, parfois dans le podcast, on en avait parlé aussi dans l'émission. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau Miami Heat totalement différent de la saison dernière, qui est même très différent de ce qu'on voit ailleurs en NBA, sans pick and roll, avec cette fameuse circle offense dont on parle beaucoup aux États-Unis, un ballon qui bouge beaucoup, du drive, pas d'écran. Drive and kick. Et du drive and kick. Mais aussi beaucoup de finitions près du cercle pour Miami quand ils le peuvent. La première intention du drive, c'est d'aller au bout. Mais si ça se referme, ça devient un drive and kick. Et c'est beaucoup de 1 contre 1 finalement. On essaie de jouer sur le mismatch qu'on crée avec la circulation de balles, tout simplement. C'est comme ça que tu as souvent des équipes. Alors, si tu passes sur le premier 1 contre 1, tu auras moins de passes décisives. Si la balle circule et qu'après, on va chercher l'opposé, la défense fait ses rotations et on voit la balle qui se décale. Si tu arrives à obtenir la bonne position que tu mets dedans, tu es une bonne équipe. Miami fait avec les joueurs qu'ils ont.
Eric Spoelstra, l'année dernière, a eu des moments douloureux avec l'équipe précédente, même si ils ont fait play-in et un premier tour de play-off. Ils ont fait play-off, mais ils se sont fait massacrer par Cleveland au premier tour. Et c'était douloureux un peu. Oui. Après avoir résisté 2 matchs, ils se sont fait, mais alors complètement alors j'ai pu différencier démonter, mais ça a été vilain. Mais c'est monstrueux, oui. Ça a été vilain. Donc il a dit, il n'y a pas eu, il y a eu quelques changements cet été, mais à la marge, c'est quasiment la même équipe. Oui, mais on en revient, il y a tellement de bons joueurs. Si on dit Fontecchio, c'est une pipe, il vaut rien. Mais si on se dit Fontecchio, il est capable de faire ça, ça et ça, et je vais le faire jouer comme ça. Kelelware, il était numéro 14, il a quand même fait des choses. On va le faire travailler et il va exploser. Nikola Jovic, il a fait 1 euro, bon, et il l'utilise. J'ai pas Taylor Hero, je vais défendre plus avec Davion Mitchell et je vais aller sur du jeu placé, je vais aller sur de la cohérence et tout. Le Wig, je l'utilise comme il est. Adebayo, c'est ma pierre angulaire, mais je vais gagner des matchs sans lui parce que j'ai Kelelware. Bref, Eric Spoelstra est en train de laisser une marque à Miami en termes de technicien qui sera unique. Et avant lui, il y a juste eu Pat Riley, sur moins de temps, qui lui a donné le bébé, et il est en train de faire un truc. Alors il l'a fait avec 3 stars, ça avait été peut-être le plus difficile, et notamment à l'époque avec LeBron. Après, il l'a fait dans la douleur, mais en essayant, bidouillant des zones du travail, peser les mecs, installer une espèce de... Donc ils ont subi la catastrophe, Chris Bosh, le pauvre, avec sa blessure. Et là, ils ont fait 2 fois finale autour d'un Jimmy Butler qui était ahurissant. Ils ont réussi à sortir les 6 en 2023 d'une manière invraisemblable. Ils ont fait des coups, mais ils n'ont pas ramassé de trophées. Donc là, ils sont dans une phase de construction, parce que c'est pas de la reconstruction. Quand même si tu te fais désosser l'année d'avant, mais t'as fait les playoffs. Okay. Oui, en passant par le play-in, mais tu as fait les playoffs. Oui, bien sûr. Donc, c'est Miami. Il y a Houston qui est en train de se rapprocher de ça, je trouve, dans l'état d'esprit, de travail et tout. Il y en a quelques-uns. Je pense que Memphis, avec Isalo, en ce moment, est dans ce concept. Mais je trouve ça très satisfaisant, moi. J'ai une grande haine. Bon, déjà, j'aime bien la franchise en elle-même. Je suis un grand fan historique de Pat Riley. Je trouve qu'il y en a peu qui ont fait autant qu'il a fait en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que président. Ça n'existe que très rarement, ce type de réussite. Voilà, moi je trouve que Spoelstra, qui maintenant est le boss de Team USA, alors c'est toujours difficile de dire c'est le meilleur. Mais en tout cas, depuis 15 ans, c'est le plus cohérent. Il a beaucoup discuté cet été avec Noah Laroche, tu sais, cet entraîneur adjoint à Memphis qui avait essayé de révolutionner un peu aussi le jeu des Grizzlies. Finalement, Taylor Jenkins et lui avaient pris la porte parce que Ja Morant n'était pas content. Est-ce que c'est pas aussi un style de jeu qui peut être fatigant à la longue pour Miami parce que c'est très énergivore? D'autant courir sur le terrain. Le rythme de Miami, c'est de très loin le plus rapide de toute la NBA devant Chicago et Portland. Alors que Miami était parmi les 6 mois bonnes attaques sur les 3 dernières saisons. C'est plus du tout le cas désormais à Miami. Est-ce que c'est aussi une façon de faire gagner une équipe quand on a plus de franchise players? Ah, oui. Mais tu gagneras pas comme ça. Non, mais alors voilà, c'est quelle viabilité en playoff. On arrête le podcast, merci beaucoup à toutes et à tous, à la semaine prochaine. Pour moi, tu gagneras pas comme ça. Si, tu peux gagner. On a un exemple très, très cohérent. L'année dernière, le triplé de Paris, il est fait comme ça. Mais au niveau NBA, et bravo à eux, mais au niveau NBA, les mecs sont trop forts. C'est-à-dire que t'auras beau relayer des mecs sur une superstar, il va tenir le choc. Et c'est marrant parce que alors, tu as des exemples, tu retrouves les profils physiques. Josh Hart est capable de jouer 48 minutes. Jimmy Butler est capable de jouer 48 minutes. Donc, Spoelstra, il a joué ce style avec Jimmy Butler.
en travaillant, en provoquant des fautes, en essayant d'obtenir des open spots sur Duncan Robinson, Tyler Hero ou les shooters de l'époque. Maintenant, il a une équipe qui est plus jeune, qui est plus physique, il a des pointes défensives intéressantes comme Davion Mitchell, comme Kelly Ware. Ça galope de partout, il utilise ce qu'il a. Tu sais, en tant que coach, alors là, il y a une phrase qu'il faut toujours avoir en tête, en petit coin, là. Si t'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. Ah, c'est très bien dit. Voilà. Et c'est ce que fait très bien Erik Spoelstra cette saison avec Miami, qui est aussi dans les 3 meilleures défenses NBA. Mine de rien, c'est-à-dire que finalement on a changé la formule en attaque, mais en défense, mais c'est d'autant plus, ça marche toujours aussi très bien. Mais c'est d'autant plus une perf qui relance vite. Moi, j'ai eu 1 ou 2 équipes comme ça quand je pratiquais ce métier, où tu étais fort par ton jeu d'attaque, mais il y avait des moments où ta défense arrivait à être étouffante, parce que tu défends plus souvent sur les possessions. Forcément, donc, bêtement, tu vas souvent prendre plus de points. C'est pour ça que le classement au point, c'est une chose. Ah non, là, quand je te donne le classement, c'est le classement aux possessions. Sur 100 possessions, exactement. Ramener sur 100 possessions. Et là, c'est intéressant. Et ça, les Warriors 2015-2020, c'est ça. C'est des moments d'étouffade de l'adversaire. Voilà. Sauf en 2016, ils ont fait ça pendant 5 ans. Tout ça sans Tyler Hero, quasiment, qui a joué que 3 matchs depuis le début de la saison. Voilà, 2 victoires, 1 défaite. Et puis Norman Powell qui va être All-Star peut-être s'il continue sur ce rythme-là. Quasiment 25 points par match, 50% au tir, 44% à 3 points. Il était ric-rac déjà l'année dernière avec les Clippers. Là, je pense que Norman Powell peut faire partie de la sélection All-Star à l'Est. De quoi faire vomir les fans des Clippers. Alors, oui, mais... Ça, c'est toujours comme ça avec toi. Bah non, je réfléchis toujours au fait d'en avoir 2. Oui, déjà l'année dernière, il y avait Bam et Tyler Hero. Donc si tu veux, ça peut se concevoir. 2, ouais, bien sûr. Je trouve que Norm Powell le mérite. Je te dis, les fans des Clippers, c'est lourd. On prend pas Bradley Beal avec toutes les incertitudes, même si c'est pas cher. Voilà. Il va falloir d'ailleurs que le Heat règle le problème de Norm Powell. Je crois pas qu'il soit réglé. Tu veux dire qu'il est en fin de contrat, c'est fort possible. Si tu me laisses 30 secondes, je vais regarder exactement où il en est contractuellement. Mais je crois qu'il est possible. En contractuel. Mais... Norman Powell, oui, il est encore sur son contrat à l'époque qu'il avait signé avec Portland. Et tout à fait, il sera free agent la saison prochaine et ça sera peut-être le free agent, l'un des free agents les plus convoités de l'été. Ah, il va faire bingo. Je pense, oui. Après, il a 32 ans, attention. Voilà, on va peut-être pas mettre 40 millions sur un genre de 32 ans. Il a 20 millions par an. Il a 20 millions par an, Norman Powell. T'imagines, c'est le rapport qualité-prix. C'est pas mal, 20 millions pour 25 points par match. Après, il peut prendre 30-35 tranquillement l'année prochaine. Donc, est-ce que Miami va construire comme ça? Est-ce que Tyler Hero a été bouclé? Il est très cher. Est-ce qu'il va vouloir matcher sur Tyler Hero? Tout ça, ce sont des trucs qu'on maîtrise pas. Ce qu'on peut constater, c'est qu'à chaque fois, Erik Spoelstra... il trouve des solutions et que cette franchise-là est une franchise de travail, d'un modèle dans un endroit où c'est pas une fanbase, c'est pas Oklahoma City ou c'est pas des Portland ou des salles chaudes et tout, c'est des salles qui accompagnent très bien la victoire, qui a mangé du caviar avec LeBron et le Big Three avec D-Wade et Chris Bosh. C'est une franchise qui est difficile. Et là, si tu veux, à l'heure actuelle, d'ailleurs, c'est le prochain tour, je crois, en NBA Cup. En NBA Cup. Oui. Tu peux presque imaginer une demi-finale de conférence Miami-Orlando. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, voilà, autant Orlando est devenu un peu attendu et tout, Miami, c'est le hard work. C'est l'inverse de ce qu'est l'endroit qui est quand même devenu parfois une réserve animalière à certains endroits. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais c'est comme ça. Spoelstra, Riley, on dira jamais pour tenir la barre
Un chiffre là juste pour terminer sur Miami, Bam Adebayo qui tente désormais 5 tirs à 3 points par match en moyenne. Il était à un peu moins de 3 la saison dernière et il était à moins de 1 depuis le début de sa carrière sur les saisons précédentes. Pour te dire à quel point en fait Erik Spoelstra transforme les joueurs, les fait quand même un peu s'adapter aussi à sa volonté. Il utilise ce qu'ils sont capables de faire. Bam était sans doute capable de shooter. Il lui a juste expliqué qu'à certains endroits, à certains moments, il fallait qu'il prépare ses pieds et qu'il se mette ça en tronche. Il a dû lui faire répéter les positionnements et tout. Et en plus, il y a Kelly Ware qui shoot aussi à 3 points, alors beaucoup moins quand même, qui est dans la peinture, et qui est dans la peinture et qui amène un deuxième grand. Voilà, donc ça qui libère. permet à la fois de jouer en fer à cheval, mais de jouer aussi avec un gonzo. Dès que tu pénètres, il peut être en haut. Donc ta défense, tu la resserres quand t'as un mec en haut. Et il faut qu'il sorte sur les close-out. Et là, good luck. Quand tu vois que même André Drummond maintenant shoot à 3 points NBA, si tu m'avais dit ça il y a 10 ans, j'aurais jamais cru. Tous les joueurs. Et plus ils vieillissent, plus ils deviennent adroits, parce que plus ils contrôlent leur technique. Bon, tous les joueurs, même ceux qui sont des manches, au bout d'un moment, ils mettent des paniers. Mais c'est basique en NBA maintenant. Pas qu'en NBA. Oui, partout. Maintenant, c'est difficile de jouer sans shoot. Ah bah oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Si c'est possible, il y a encore 15 ans. 15 ans, ouais, c'est ça. 15-20 ans. Le joueur NBA aujourd'hui est beaucoup plus complet que le joueur NBA d'il y a 20 ans. Le joueur partout. On en revient à ce que je te disais sur les fenêtres internationales. Et en plus, en Europe, enfin en FIBA, avec la ligne moins loin. Oui. Donc, et puis généralement un ballon aussi qui circule plus. En FIBA. Quoique ça dépend avec le Paris Basket. Regarde la Lituanie à la fin, comment ils arrivent à gagner. Tu me diras ce que tu as pensé de la circulation. Si vous n'avez pas vu les images, regardez les 3 paniers à 3 points du joueur lituanien qui s'appelle Sirgarias, non. Je sais plus. J'espère qu'elle est sauvée. On va l'appeler pendant un petit moment le héros de Vilnius et Kaunas réunis, de Shulai et de tout ce que tu veux en Lituanie. Voilà, et les joueurs britanniques qui doivent toujours pas être remis de ces 3 points coup sur coup, alors que le match était... Après, ils se sont appliqués à la remise en jeu à la fin. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. Oula, au niveau du placement, au niveau de... Je veux dire que si t'attends que le ballon vienne à toi, tu vas te le faire chourer. Si t'es en mouvement, bien large, enfin, bref. On passe à quoi? En Minnesota ou Atlanta? Tiens, tu veux faire quoi en premier? On reste à l'Est. Allez, on reste à l'Est avec les Hawks. L'équipe avec le plus de passes décisives en NBA en moyenne, mais qui joue sans Trae Young depuis le début de la saison. Seulement 5 matchs pour le meneur de jeu des Hawks. Est-ce qu'Atlanta a besoin de Trae Young, Jacques? Allez, j'ai tiré avec les pieds dans le plat, on y va. Mais je t'avais un peu annoncé le truc. Ouais, et moi j'y croyais pas, je disais franchement Trae Young dans cette équipe il va être bien. C'est bien de faire amende honorable. Ouais, moi je continue à y croire, mais de moins en moins quand même. Non, c'est même pas ça, on est toujours meilleur avec ses meilleurs joueurs. Mais c'est une manière de jouer, pas trop en faire sur les passes décisives des uns et des autres. C'est le jeu proposé qui permet, c'est l'exécution qui va faire. Alors après, il y a du génie parfois, et il en a dans la distance de shoot, dans les pénétrations, dans le coup d'œil, dans tout ce que tu veux. Mais cette équipe, je crois qu'elle a perdu que 2 fois sans lui. Ils sont à 11 victoires en 16 matchs sans lui, très exactement. En 5 alors. Ce qui est déjà très bien. Oui, une bonne moyenne. Oui, c'est large. Et 3 défaites et 2 victoires avec lui sur les 5 matchs. Mais bon, après, c'était le début de la saison. Il y a pas énormément d'enseignements à en tirer quand même. Après, c'est une question de... Et puis, tu as l'émergence de joueurs. Ils ont pris Nickel Alexander-Walker. Et c'est marrant, tu me dis, on va parler de Minnesota. Oui, ça va coïncider. On va parler 2 fois de Nickel Alexander-Walker, qui ne sera jamais en attaque un joueur régulier comme j'allais dire Chris Paul, comme Trae Young, mais qui en 3 matchs, là, le premier, au milieu où il est pas bon, et là, il a fait 30, je me souviens plus, et 34. Il a fait des cartons, oui. Donc, c'est qu'il est capable de mettre des points, c'est que le jeu fait par Quinn Snyder, et c'est quelque chose toujours de... Quand tu organises une équipe, que ton point le plus fort, c'est le meneur, c'est toujours un meneur qui peut tout faire, lui, shooter de loin. Je veux dire, t'as les meneurs plus ou moins scoreurs, pénétration, comme Tony Parker, t'as les meneurs général en chef, comme Chris Paul, et t'as le meneur comme Trae Young, qui vit par le scoring et les passes. Tu dois un peu cacher en défense, etc., etc.
Donc, Nickel Alexander-Walker, ça lui va bien, l'organisation. À côté de lui, il a un super défenseur. À eux deux, ça fait une belle ligne de défense. Ouais, Dyson Daniels. Jalen Johnson est en train... Il est plus sollicité parce qu'il a plus de ballons. On va me dire, oui, Chris Paul, Trae Young, il fait des passes. Ouais, mais quand dans le jeu, tu es tout le temps servi. C'est même pas dans l'utilisation que tu vois ça, c'est dans le nombre de touches. Le mec, il est investi de partout. Et comme c'est un athlète hors norme, voilà, tu as des complémentarités. Zachary, je trouve que depuis un mois, Zachary, il est très bon, parfois un peu discret. Et si c'est pas lui, ce sera Krejci. Il y a un potentiel d'ailier là terrible. Il y a Okongwu qui s'est libéré parce que combien de fois il shoot en moyenne Trae Young sur la saison? Trae, alors sur dis-moi pas les beaucoup stats, de matchs, mais non, mais sur très peu de 5. matchs, sur 14 tirs en moyenne par match, sur les 5 matchs. Combien de passes day? Ouais, très peu, je crois. Quasiment 8, ouais. Mais ce qui est peu par rapport à sa moyenne habituelle. Les lancers, combien il tire? Combien il tire de lancers francs Trae Young? Pareil, quasiment 8. 8, donc 4, on va dire, 26. Ouais. Et les balles perdues? Et les balles perdues, 2 seulement. 30. T'as 30 ballons, voilà, à minima, hein, ouais. Parce que c'était le début de saison, disponibles. Donc tu les répartis. Et Okongwu, il a pété en adresse. Zach, en prolongation, l'autre jour, il est bon. Nicolas Alexander-Walker, c'est en train de devenir un membre important. Je pense que le taulier, c'est plus Dyson Daniels, l'axe Daniels-Johnson. Ils sont étonnants physiquement, ça cavale dans tous les sens. C'est bien. Je trouve que c'est bien. Et on attendait une méthode... c'est très bien. Alors, le débat... avec Trae Young. Pas un truc entre Chris Paul et Trae Young. Les petits comme ça. Chris Paul, ça me chafouine un peu, là, tout ce qui s'est passé. Enfin bref, avec tout le respect que je lui dois. Trae Young, il est intelligent. Quand il reviendra, il sera efficace. Regarde comment LeBron, alors c'est pas comparable, pas encore, en tout cas, j'en sais rien, mais comme il s'est glissé dans l'équipe sur le retour et tout. Player option la saison prochaine pour Trae Young qu'il activera très certainement, puis free agent. Ça veut dire qu'il a pas énormément de valeur non plus, le Trae Young, si on veut l'échanger pour les Hawks. Surtout que j'ai regardé, il n'y a pas beaucoup d'équipes finalement à l'Est qui ont besoin d'un meneur de jeu. Quand tu regardes bien, à l'Ouest peut-être un peu plus, et encore. On sait que les franchises aiment bien, quand ils trade un joueur aussi important, un franchise player a fortiori, pas l'envoyer dans la même conférence. Voilà. Alors du coup, ça va nous amener encore à Minnesota. En ce moment, il y a beaucoup de choses à Minnesota. Il y a beaucoup de choses à Minnesota. Les Kings aussi, potentiellement, qui pourraient... Je vois pas l'intérêt de Trae Young. Justement, c'est pour ça que les Kings peuvent être intéressés par Trae Young, c'est parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à le récupérer. Tu vois. Moi, je pense que ça peut se goupiller comme ça. Ça peut se reconstruire et repartir sur Trae Young. Et puis lui, à ce niveau-là, quoi. Je sais pas, c'est un garçon qui, quand il sort d'Oklahoma... il y a des incertitudes sur son niveau physique. Il a montré plein de choses sur son niveau défensif, sur son shoot qui était quand même bas, et il a vaincu plein de choses, mais il n'a pas réussi à les faire gagner quoi que ce soit ou aller en finale de conf. Il y a une finale de conf. Il y a une finale de conf, mais c'était il y a 3-4 ans. Juste après le Covid. Ouais. Ils font une finale de conférence. Ouais, ils font une finale de conf. Oui, quand ils éliminent New York et qu'il fait tout son truc là. Et oui, c'est là où c'est parti le geste. Ouais, je vous ai climatisé. Voilà, c'est ça. Et alors, je te pose la question différemment. Quel profil pourrait coller avec les Hawks si on doit remplacer Trae Young? Parce que cette équipe, elle tourne bien, mais un peu comme finalement Miami, au moment des matchs de play-off, à voir avec l'évolution de Jalen Johnson, qui peut être aussi un All-Star, Okongwu. Il y a Porzingis. Mais quand il est là, ils sont équipés. Ils sont équipés sur les ailes. Peut-être un grand de plus. Je trouve pas que ça manque peut-être d'un joueur un peu plus... créatif balle en main, comme Trae Young, mais peut-être meilleur en défense. Parce que je trouve que Alexander Walker, Dyson Daniels, c'est créatif. Zachary est un joueur académique. Il est posé. Jalen Johnson est moins académique, mais tellement plus athlétique et all-around, qui crée aussi. Okongwu, maintenant qu'il a un shoot, fait des lectures. Porzingis, c'est créatif.
Non, je vais te dire, celui qui leur ferait pas de mal, c'est un mec qui est parti de chez eux, c'est DeAndre Hunter. Ce type de joueur, peut-être, mais... Et derrière, une petite bombe défensive, un petit mec... c'est couillon à dire, mais le type Alvarado, ce type de joueur, tu vois, il est grand, Nickel Alexander-Walker. Il peut souffrir sur des petits. Ouais, parce que c'est plus un arrière-ailier qu'un meneur. Non, c'est un tout-garde. Ouais, c'est un tout-garde, c'est-à-dire qu'il a le physique pour défendre 2, bien sûr, c'est sa nature, 1, et pas loin de 3. Un peu 3, ouais. Surtout que maintenant, ça joue plus petit, quand même. On passe à Minnesota. Et pour mes amis statisticiens, et il y a de moins en moins de post-up sur les attaques placées, on joue moins en moins la position, enfin bref. Donc si tu veux, les avantages de taille, ils peuvent se jouer ponctuellement, on le remarque, c'est déclenché par des changements, mais si tu fais pas, par exemple, si tu joues directement, il n'y a plus le post-up. Voilà. Les Minnesota Timberwolves, du coup, qui sont un peu liés avec les Hawks, qui ont perdu Nickel Alexander-Walker cet été parce qu'il fallait re-signer Naz Reid et que le choix a été fait de se porter plutôt sur l'intérieur, qui viennent de battre en back-to-back les Celtics et les Spurs. Du coup, ça redistribue un peu peut-être les cartes pour eux. 12 victoires, 8 défaites, double finaliste de conférence. Et on ne sait pas trop quand même comment les classer, ces Timberwolves. On sait qu'ils sont là, ils ne sont pas très loin, ils ne sont pas non plus aux avant-postes. Et il y a toujours ce problème au poste de meneur de jeu où maintenant on voit de plus en plus Anthony Edwards monter les ballons. Ça alterne avec DiVincenzo, mais sur les derniers matchs, Chris Finch a quand même assez fait confiance à Edwards. Tu n'as pas regardé les derniers matchs? Si, j'en ai commenté un, moi. Et celui qui à chaque fois a mis un panier important, c'est qui? Tu vas me dire Mike Conley. Ouais, d'accord. Ils en sont là. Oui, mais ça va pas. Ça ne tiendra pas la saison, ça quand même. Ah, ça c'est leur problème. Oui, je sais que tu allais me parler de Mike Conley. Mais non, mais il est au bout de la route. Il est au bout du chemin, ouais. Oui, sûr. Mais les 2 fois, il leur a bien rendu service. Une fois à gauche dans le corner, une fois à droite dans le corner, sur le fameux jeu de décalage. Non, c'est bien. Enfin, moi, j'ai commenté contre Boston. C'était un match très agréable à commenter. Là, sur le dernier match, Julius Randle a été remarquable. Alors, l'année dernière aussi, ils avaient mal débuté. Ils ont fait un run incroyable pour revenir et aller jusqu'à la finale de conférence. Ils avaient rousté les Lakers au premier tour. C'était le Rudy Gobert's game qui avait fait un peu la différence. Il leur faut un meneur. Il faut aussi que Anthony Edwards accepte de jouer avec un meneur qui portera un peu le ballon. Mais attends. C'est pas Anthony Edwards qui accepte pas de jouer avec un meneur qui porte le ballon. C'est Anthony Edwards qui a pas de meneur avec lui finalement. Il l'a toujours fait comme ça. C'est quelqu'un qui joue beaucoup de ballons. Il faut qu'il respecte le mec qui sera à côté. Donc il faut pour moi, Trae Young, ce serait intéressant. Oui, c'est pour ça que j'en parlais. Des joueurs solides qui peuvent jouer aussi. C'est un cheval d'orgueil, Anthony Edwards. Il attaque. Il a tendance à... Là, hier, il met dedans comme pas possible. Il met beaucoup dedans en ce moment. 41 points, 43, 31 et 39 sur les 4 derniers matchs. Même si contre Boston, il a bien fini, mais il a souffert un petit moment. Puis surtout, il a souffert sur Jaylen Brown en défense. Il est bon en ce moment, Anthony Edwards. On voit, il est content, il s'éclate. Le shoot qu'il met après pied, cheville, tibia, il remonte direct. Blam. Il est impressionnant. Mais dans la descente de l'équipe, quand il avait raté les 2 lancers, quand il contrôle pas la fin de match, oui, je te parle de Mike Conley, parce que Finch, à la fin, il a tendance à mettre ce qui reste de Mike Conley. Parce que lui, c'est à peu près contrôlé. Même là, contre Boston, ils se sont fait peur, alors qu'ils auraient pas dû se faire peur. Faut m'expliquer, les mecs, comment... Enfin bon, ils laissent partir à 3 points, alors qu'ils ont qu'à taper sur la jambe pour que le gonze... Bref. Il a parfois des coupures de courant. Et comme Julius Randle, une fois, lui avait vendangé une fin de match, là, lui, qui est tout le temps en train de jouer les ballons, il les donnait. Donc, il faut qu'ils arrivent à trouver un équilibre. Il y a des franchises qui sont en train de créer des meneurs. Eux, pour l'instant, ils ne l'ont pas fait.
Mais justement, est-ce que, alors la similitude n'est pas forcément bonne, mais est-ce que tu vois peut-être un avenir à Anthony Edwards, un peu comme James Harden, qui était un arrière qui portait beaucoup le ballon, et finalement on a décalé au poste de meneur. Non, c'est vraiment là, c'est une question que je te pose, parce que Devin Booker, on a essayé un peu de faire ça avec lui à Phoenix, ça n'a pas marché, on a arrêté l'expérience. Il ne faut pas qu'il soit meneur, Anthony Edwards. Il peut pas. Enfin, il peut pas. Les mecs vont devenir fous. Il faut qu'ils soient un peu sur le côté. Michael Jordan montait la balle, mais il y avait Harper, il y avait tout ça. Ça montait la balle de temps en temps sur son côté gauche, là, patin, coup fin. Les grands postes 2 sont des créateurs. C'est pas parce qu'ils montent la balle qu'ils sont capables de défendre sur le meneur, parce qu'Anthony Edwards, il a les cannes pour défendre sur le meneur. Et de ce côté-là, il est capable de mettre beaucoup d'énergie. Ça, c'est un mec entier. Mais non, il va pas mettre en place. Il va perdre le chrono en route, il va oublier qu'il y a des fautes en face, c'est un joueur pas d'instinct, mais c'est un joueur un peu d'instinct. Si, c'est un joueur d'instinct, mais très physique, tout le temps. Il trempe dedans, quoi. C'est pas. Non, mais arrêtez. Moi, ça c'est comme quand un grand met des paniers à 3 points. Il peut jouer poste 3, poste 4. Oui, il est capable de défendre en 4 et en 3. Je te pose la question parce que justement, comme tu dis, Anthony Edwards, lui, il peut défendre sur des 1, sur des 2, peut-être pas sur des 3, on l'a vu avec Jaylen Brown, mais c'est un sacré client. Il peut. Mais tu vois, face au problème d'effectifs de Minnesota, je pense que c'est peut-être une idée à creuser pour Chris Finch, au moins sur cette saison, et ensuite on voit ce qui se passe. Je ne pense pas. Ils iront pas au bout comme ça. De toute façon, ils auront du mal à aller au bout dans tous les cas. Sur les 20 premiers matchs, tu l'as dit au départ, double finaliste de conférence. C'est quoi le progrès ? C'est le problème pour Minnesota, c'est gagner la conférence. Oui, mais Minnesota, t'as perdu un sacré joueur cet été, tu t'es pas renforcé. Et finalement, l'équipe, elle est moins bonne que l'an dernier. La seule manière d'être meilleur, c'est si Anthony Edwards fait encore mieux. Il a que 24 ans, on le rappelle, Anthony Edwards. Non, mais lui, il va progresser dans la diffusion, même si je trouve que quand même, parfois il est surprenant. Mais non, cette équipe-là, elle a besoin d'organisation. Elle a besoin d'un peu de cerveau. Surtout dans les fins de match. Enfin, je suis désolé. Et on peut dire ce qu'on veut du coach. Il n'y est pas sur le terrain quand il faut poser une faute, quand il faut conserver le ballon, quand il faut jouer un 2 pour 1, bref, toutes les situations qui peuvent arriver. Les mecs est là, Conley, à l'époque, il était un peu général comme ça, à Memphis plutôt d'ailleurs. Est-ce qu'ils n'ont pas une monnaie d'échange ? Je sais pas. Ils ont des grands, il y a le petit Bérenger derrière qui pourrait bénéficier, si tu parles de reconstruction. Est-ce que tu vas reconstruire avec Julius Randle ? J'avais un truc que j'ai oublié de dire sur Julius Randle qui m'a fait sourire quand même en préparant le podcast. Julius Randle, c'est le meilleur passeur de l'équipe. Quasiment 6 passes de moyenne. Ouais. Alors c'est drôle, ça fait sourire parce que quand on connaît d'où vient Julius Randle, c'est un chiffre assez surprenant. Quand tu me parlais Anthony Edwards, en poste 2, tu as des mecs qui font des passes D. Lui, je crois, de mémoire, tu vas peut-être vérifier, je dirais 4-3 et 2-7. C'est-à-dire qu'il fait 4-3 passes décisives pour 2,7 balles perdues. Vérifie, mais je crois que c'est ça, je les ai commentés il n'y a pas longtemps. Ouais, alors il a 3-7 aux passes, il est à 2-4 aux pertes de balles, pardon. Donc le ratio est pas ouf. Le ratio est pas dingue. Je te l'accorde. Le ratio, non, il est mieux. C'est pas Chris Paul pour le coup là. Mais sans ça, 3-4, c'est que dalle. Il était un peu au-dessus, ça a dû bouger. Ouais, ça a dû baisser, mais là en ce moment, il met des points. Voilà, il fait mais c'est pas quelqu'un qui fait les deux obligatoirement. Non. Voilà, il est plus unidimensionnel dans le scoring, dans sa façon de jouer et d'attaquer. Non, mais tu vois, Julius Randle, quasiment 6 passes de moyenne. À New York, il a fait des triples doubles. Ouais, il a fait des trucs. Oui, mais c'était occasionnel, tu vois. Là, il est de très loin. Il est de très loin le meilleur passeur de Minnesota. Le nombre de triples doubles de Julius Randle, tu vas être surpris. Pour un joueur aussi marqué, aussi individualiste que ça. Ouais, c'est vrai qu'il fait des passes. Il a toujours fait des passes. Il a le sens du jeu. Son problème, c'est plus la concentration et la défense. Et il prend des rebonds et il met des points. Et il fait des passes. C'est un mec qui a fait des triples doubles. Rob Dillingham.
Ça, c'est le problème. L'erreur qu'a fait Minnesota, je pense, sur ces dernières années, parce que finalement, ça aurait dû être lui le meneur de ces Timberwolves, si ça avait fonctionné. Malheureusement, pas vraiment. L'ancien de Kentucky, qui avait été drafté à la 8e place par San Antonio à l'époque en 2024, échangé tout de suite à Minnesota. Et en fait, il joue quasiment jamais, Rob Dillingham, et il n'a pas la confiance de Chris Finch. Après, on comprend un peu pourquoi, vu quand on le voit performer. C'est ça aussi le joueur qui aurait pu changer. On enlève le nom de Rob Dillingham. Ouais. Ok. Et on met Rich Shepard. J'étais sûr que tu allais faire le lien entre les deux. Ils ont eu la même première année. Ouais. Mais il y a peut-être une franchise où ça travaille mieux que l'autre. Moi, j'ai juste ça à dire. Et un peu comme Reed Shepard. Mais c'est ce que je te dis. Un seul match titulaire à Kentucky lors de sa saison freshman, et ensuite il est drafté. Il y en a eu 5 pour Reed Shepard. Il y a eu Reed Shepard, il est 3e, Rob Dillingham 4e. 8e. Est-ce que tu penses que dans une draft normale, toujours le respect de la draft, on ne choisit pas, l'un aurait été 3e et l'autre 8e? Non. Ça représente beaucoup d'argent. Donc tu le prends. Mais voilà typiquement 2 joueurs qui auraient dû faire une année de fac de plus. Maintenant, est-ce que l'année dernière, ils auraient eu le même classement? Ils étaient plus top 15, top 20, je pense, au mieux. Merci. Quoi. Voilà. Ça fait beaucoup d'argent en moins. Ah oui, c'est pas les mêmes salaires, tout à fait. Et le problème pour Reed Shepard, c'est que là, il est en train de compromettre son avenir en NBA, parce que ça va quand même très vite. Hein. Là... Reed Shepard? Non, Rob Dillingham, pardon. Excuse-moi, non, mais on switch de l'un à l'autre. Non, mais c'est vrai que les profils sont pas les mêmes, mais le chemin pour arriver en NBA là, est pour le coup assez similaire pour les 2 joueurs. Et Rob Dillingham... à ce rythme-là, il va... Ils n'ont pas besoin de joueurs sur son poste, puisque c'est quand même le poste, on sait de qui. Est-ce qu'il peut jouer avec? Est-ce qu'il peut faire une transition poste de meneur? Est-ce qu'il devra aller dans une autre franchise? Est-ce qu'il devra aller en Europe ou ailleurs? On verra, mais oui, c'est mal engagé. Moi, j'ai quand même la sensation... si on te dit au mois de juin dernier, avant la blessure de Van Vliet, qu'en l'absence de Van Vliet qui va être out pour la saison, c'est Reed Shepard qui va s'éclater, va être meneur après qu'Amen Thompson ait fait un intérim avec plein de physique dans une franchise qui bosse, tu dis non. Sur ce qu'il a montré l'année dernière, tu dis non. Mais il le fait, le mec. T'as vu comme il s'est épaissi, il monte même au dunk, il fait les fins de match. T'as lui, t'as le petit Colin Gillespie, t'en as plein qui montent le bout du nez, là. Dans un registre McConnell, hyper intense et tout. Mais oui, Rob Dillingham, ouais, il y en a eu d'autres, hein. On a comme la sensation que Minnesota progresse plus, en fait. C'est ça on a la sensation que Minnesota progresse plus depuis... tu l'as dit toi-même, on leur enlève le joueur qui a le plus souffert depuis le début de l'année du manque de meneur, c'est McDaniels. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors là, contre Boston... il fait des perfs encore. Il fait des perfs. Mais il est moins constant que l'année dernière. Il fait des perfs, mais il est un peu... contre Boston, en deuxième mi-temps, c'est lui qui éteint une partie, en tout cas, de Jaylen Brown. Mais ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Rudy? Là, depuis 2 matchs, c'est un peu mieux, même si Nimas Keita l'a bien secoué. Puis Nasrid met dedans. Randle, quand il s'applique, c'est un joueur qui remplit les cases. Voilà, il n'y a pas de meneur, il n'y a pas de cornac à tout ça. C'est une belle équipe, c'est une belle ambiance, mais et puis il y en a qui ont progressé autour d'eux. Denver s'est renforcé, Houston s'est renforcé. Il y a des équipes qui jouent bien, les Lakers jouent bien. Luka et Austin Reeves sont en train de faire un carnage. On verra, les Lakers, à mon avis, ça tient si DeAndre Ayton tient la marée ou pas. Mais bon. Ça sera l'objet d'un futur podcast, peut-être. Oui, pas avant un moment, parce que je reviens le 11. Tu viens le 11 décembre? Ouais. Eh oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est bon, je l'avais dans mes notes. Il n'y a pas de problème. Ça t'avait été communiqué. Exactement. Merci, coach, pour puis ce soir, numéro. 17h30. 17h30, Beansport 3.
et pas Beansport, Beansport 3. Avec Fred Schwaker. Voilà, exactement. Et puis, si vous aimez le football turc, il y a un Fenerbahçe Galatasaray aussi à 18h pendant le match de l'équipe de France. Un classique, un point d'écart entre les deux équipes. Et en Turquie, là, la NBA Europe, ils vont prendre quel club? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Anadolu Efes. Il y en a que un ou il y en a deux des clubs turcs en la future NBA Europe? Parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, ça c'est sûr. Fenerbahçe, je crois que c'est quasiment fait. Et Anadolu Efes, ça se discute. Après, il parle d'être associé à des clubs de foot. Donc c'est plus Beşiktaş et Galatasaray qui devraient récupérer. Je ne vais pas t'apprendre le football turc. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais sportivement, ça ferait bizarre que l'Anadolu Efes ne participe pas à la NBA Europe quand même. Par rapport à Beşiktaş et Galatasaray qui ont un niveau quand même un peu moins élevé. Oui, mais ça change relativement vite. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y en aura un du côté asiatique et un du côté européen, si c'est le cas. Milan, regarde Milan. Quelle équipe de Milan sera en NBA Europe? Parce que ça a l'air d'être... Il n'y en a qu'une à Milan. Oui, mais non, parce que apparemment... Inter et Milan AC. Non, il y a la AC Milan et puis il y a le club de Milan. On parle de quelque chose... Allez, déjà, tiens, je sais pas, il me semble que ça... Je sais pas, il nous parlait d'automne 2027. Je verrais ça plutôt décalé, et puis on attend des nouvelles. Autour du All-Star Game, je crois. Ouais, ils vont faire une annonce. Une annonce. Tout à fait. Non, ils en font des annonces. Ouais, le All-Star Game qui sera à LA. Los Angeles. À l'Intuit Dome. Exactement, la salle des Clippers. Où tout va bien aux Clippers en ce moment. Ils ont bien fait de construire la salle, juste pour l'All-Star Game, en fait. C'est ce que je dis dans l'émission, moi, ça me fait de la peine pour le proprio, quoi. Parce que il est enthousiaste, il est rigolo, il enquiquine personne. Il a fait des Clippers, une équipe first class, quand même. Une équipe qu'on avait déjà envie un peu plus de respecter que les précédentes, quoi. Que ce soit par rapport à l'ancien propriétaire. Surtout, Donald Sterling. Voilà, Donald Sterling. Non, puis même, les Clippers, ça a toujours été... Enfin, avant l'arrivée de Steve Ballmer, c'était l'équipe dont on aimait bien se moquer. C'est l'équipe qui comptait pas vraiment en NBA. Tu vois, on est quand même d'accord. Non, mais même sans parler d'ombre des Lakers, genre, ils auraient pu avoir une bonne équipe et des bons résultats, même s'il y avait les Lakers dans la même salle. Là, c'était quand même... je trouve qu'il a mis vraiment les Clippers sur la carte de l'NBA, Steve Ballmer. C'est ça, sa grande réussite. Maintenant, là, le projet, il a pris un coup quand même. Et puis il y a toujours l'affaire avec Kawhi Leonard, on va quand même pas oublier que je suis pas sûr que Steve Ballmer soit tout à fait innocent dans cette histoire quand même. Et puis il y a d'autres choses là qui se sont passées autour et j'espère que ça va pas prendre des proportions gigantesques dans ces histoires de Paris, tout ça. Damon Jones était très lié, certes avec LeBron, mais surtout avec Ty Lue, un de ses anciens assistants, Ty Lue avec Billups, tout le monde doit avoir mal à la tête. Affaire à suivre. Voilà, et il y en a beaucoup des affaires. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau podcast. Ciao.